Pour que ce très bel objet, un petit jeu tout en cuir avec des incrustations de cristaux rouges, ait pu être acheté par le MoMA à New York, il aura fallu qu'un jeune homme fou de cuir et de chaussures, Benjamin Caron, ait su choisir le bon matériau au bon endroit, c'est-à-dire du cuir du côté de la porte Saint-Martin. Salut, tu vas bien? Eh bien, je sélectionne les cuirs en fonction de leur qualité de toucher et puis de la qualité de leurs rides. Il faut qu'elles en aient, mais qu'elles ne soient pas trop profondes non plus, que ça n'apparaisse pas comme un défaut, mais comme quelque chose de noble et de naturel. Ça, c'est des peaux que j'ai choisies grandes exprès parce que ça va être une peau qui va servir pour le plateau d'une table à jeu, qui va probablement servir pour un jeu d'échecs d'un côté du plateau, et pour jouer aux cartes de l'autre côté. Il n'y a pas de problème, je te prépare ça. Bon, merci, je viens. À tout à l'heure. À tout à l'heure, vieux. Il aura fallu aussi une rencontre avec une jeune fille venue de la haute couture, Isabelle Guédon, et leur passion commune pour le backgammon. Le décor et les acteurs sont là pour cette belle aventure. Benjamin était bottier, il faisait des chaussures sur mesure et un jour il s'est fabriqué un petit backgammon pour lui avec ses chutes de cuir. Donc moi, comme j'étais l'assistante personnelle d'Albert Elbaz, donc chez Guy Laroche et puis Yves Saint-Laurent, j'ai ramené des petits strass Swarovski rouges et on les a incrustés dedans, ça faisait comme des diodes. Et puis on s'est mis à le glacer vraiment comme une chaussure. Et du coup, il a pris un éclat, il est devenu hyper moderne et ça s'est fait un peu par ce petit mélange au départ. J'ai voulu adapter en fait les techniques de la botterie à d'autres objets que des chaussures. Donc les premiers objets, enfin disons les objets intermédiaires qu'on a fait entre les chaussures et les tables aujourd'hui à jeu, c'était l'art du bottier appliqué à d'autres objets que des chaussures. Et bingo, tout est alors allé très vite. On a après exposé cette mini-collection chez une femme qui était une grande collectionneuse de jeux français. Là, des gens qui avaient le salon première classe, en fait, ont vu ça. Et là, on s'est dit, tiens, il faut peut-être quand même sauter le pas. Donc, on a dû monter notre entreprise. On tentait une aventure parce que les gens nous demandaient de le faire, en quelque sorte. Au premier salon Maison et Objets, donc, où on exposait, les acheteurs de Donna Karan sont passés et ils ont tout acheté. Enfin, ils étaient comme des fous. Donc, à l'époque, on n'avait rien, pas de showroom, pas d'atelier. Tout était fait dans notre appartement. Donc, c'est devenu une usine complètement incroyable. Mais bon, on y arrivait. Les Américains trouvaient ça hyper drôle, en plus de venir voir les Français très bohème comme ça, dans un appartement dans le Marais. Enfin bon, ça faisait partie du folklore. Et donc un jour, elle a offert à tous ses amis pour Noël des pièces à nous. Et elle nous a écrit ça par fax et elle citait ses amis. Et donc c'était ça, Bill Clinton, Bruce Willis, Barbara Streisand, Giorgio Armani. Enfin bon, et c'était assez incroyable. Et puis aussi le prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main et le label Entreprise du patrimoine vivant. Tout ça grâce à cette envie de bouger les lignes du travail du cuir. Là, c'était vraiment l'idée de travailler le cuir comme on travaille du bois d'une certaine manière. Même quand ce n'était pas encore de l'ébénisterie tel que c'en est maintenant, avec des éléments en cuir, c'était déjà de l'ébénisterie dans la manière de dessiner et tout ça, mais fabriqué en cuir. Au XVIIIe siècle, par exemple, il y avait des très très beaux jeux, des belles tables à jeux. Ça a complètement disparu, c'est-à-dire qu'il y a des jeux un peu design, un peu gadget, mais il n'y avait plus de très beaux jeux nobles et contemporains, on va dire, en même temps, modernes si possible. Donc on a vraiment essayé de faire ça, là, de rendre ces lettres de noblesse à jeu, à la table à jeu, voilà, ce genre d'accessoires-là, qui était un peu indispensable il y a 2 siècles. Et contrairement aux apparences, celle qui se coltine le travail d'atelier, c'est Isabelle, et la réflexion sur ordinateur, c'est Benjamin. Donc ça, c'est une nouvelle gamme nouveau modèle de jeu avec des dés un peu hérétiques, quoi. Et la machine, quelquefois, vous aide à trouver des nouveaux systèmes ou des nouvelles idées. Nouvelles idées, oui. Elle m'aide dans le sens où elle m'impose. Comme je ne peux pas faire telle chose, elle m'impose de faire telle autre. Alors j'essaye de faire telle autre chose du mieux possible. Voilà, là on a un plan, ça c'est ce que je donne à l'ébéniste. Le but du jeu, c'est vraiment de lui donner des précisions telles qu'il ne puisse pas y avoir d'erreur, qu'on ne fasse pas 2 fois un prototype, parce que ça prend du temps, ça coûte beaucoup d'argent.
Donc voilà, je lui donne des trucs hyper précis. Il faut sortir du cliché de l'artisan qui ne sort pas de son atelier. Nous, on bouge beaucoup, on est venu à l'artisanat par hasard. Donc, ce n'est pas spécialement notre culture et on est dans plein d'autres choses culturellement qui nous nourrissent et qui font que, aussi, on n'a pas de code et de contraintes et de choses, historiquement par rapport à l'artisanat, on peut faire ça, on ne peut pas faire ça. Nous, ça nous est égal, on ne connaît pas et on ne veut pas savoir. Pour des pions comme ça, on découpe d'abord l'âme avec en général des emporte-pièces. Donc voilà, on pose l'emporte-pièce et puis ensuite il faut marteler comme ça. Ça fait un peu de bruit. Et ensuite, on se retrouve avec des rondelles de cuir complètement brutes. Et pour le dessus, on prend des peaux au contraire très très souples. C'est aussi pour que le toucher soit doux, que ça se raye pas trop, parce que les cuirs, plus ils sont raides, plus ils se rayent aussi. Donc ça se raye pas à l'usage. Et donc ensuite, c'est vraiment à la main, on va poser nos disques dessus. On prend l'indispensable, un vieil outil, comme un cutter en fait, mais très ancien. D'ailleurs, il y a des outils qu'on ne trouve plus même pour faire des petits rainurages. C'est vrai que quelqu'un qui veut s'y mettre comme ça et qui se dit « Tiens, bon, je vais m'installer, je vais aller chercher les outils dont j'ai besoin », il va régulièrement se heurter à plein de choses qu'il ne va pas trouver. Donc après, si on ne fait pas preuve un peu d'imagination, on peut se dire « Bon, je laisse tomber ». Et puis en même temps, ce qu'il y a, c'est que d'un autre côté, si au contraire des gens continuent à faire ça, on peut espérer que certains fabricants d'outils tiennent encore un petit peu. Parce que c'est le but aussi. Donc là, je pose ce qui sera l'âme du pion et puis ensuite on vient couper comme ça autour. Par contre, des fois, quand nos pièces sont très complexes, on fait découper ça au laser. Donc les dessins qu'on réalise sur l'ordinateur, on donne directement les fichiers à des boîtes qui travaillent carrément pour l'aéronautique, qui découpent des pièces pour les Airbus et compagnie. Et on ne peut pas arriver dans des épaisseurs comme ça à fabriquer ça à la main. Ensuite, nos pièces sont collées comme ça, assemblées. Il faut que ce soit parfait en découpe. Mais ça, c'est des choses, nous on n'hésite pas à faire appel à des choses hyper technologiques. Et puis après, ça revient et puis ça va être collé, poncé, teint, ciré pendant 60 heures à peu près pour un jeu d'échecs et ça ne nous gêne pas du tout. Donc voilà, là, une fois que les pions ont été collés, il faut poncer la tranche. Donc voilà, ça c'est avant ponçage, c'est rêche et c'est pas tout à fait régulier. Et après ponçage, on a quelque chose qui, une fois teint et ciré, sera vraiment comme un miroir. C'est vraiment la technique semelle de chaussure. Donc là, c'est l'étape de la dernière finition qu'on réalise sur nos pièces et qui fait vraiment la signature du bottier. C'est le passage de la roulette de trait-pointe. Donc j'allume la mèche. Ensuite, on pose... c'est un petit rebord comme ça. Et ça, c'est l'outil de roulette de trait-pointe, donc le fameux outil si précieux. On le laisse chauffer comme ça un petit peu sur la flamme. Alors normalement, pour savoir la température exacte, on met une petite goutte de salive sur le haut et dès qu'elle crépite, c'est bon. Ensuite, on se cale et on appuie assez fort et donc on passe la roulette comme ça sur le dessus du socle. Et ça réalise ce petit crantage qui est vraiment le typique des finitions botterie. Les techniques de cuir qu'on utilise, comme elles viennent de la botterie, les gens qui savent faire ça font des chaussures. Et nous, par exemple, il n'y a pas de jeunes gens qui viendraient d'une école qui pourraient venir chez nous, nous aider. Il faudrait qu'on forme complètement quelqu'un, qu'on réapprenne tout à quelqu'un parce que c'est nous qui avons inventé un peu ces techniques, transposé ces techniques. Donc c'est assez compliqué pour nous de former là quelqu'un à ces métiers-là. Oui, mais on peut transmettre autrement, donner des cours à l'école des Arts Déco, par exemple.
tout est possible dans une école et l'énergie qui est possible comme ça dans les projets de mes élèves, je la récupère en quelque sorte. Moi, j'ai aussi énormément besoin de partager, de leur transmettre l'expérience que j'ai pu acquérir. Et ici, aux Arts Déco, je donne un cours de recherche de matière. Donc on n'est pas spécialement sur le cuir, loin de là. Ça peut être avec du latex, du plâtre, des textiles. Mais c'est la même démarche que j'essaye de leur donner, c'est-à-dire qu'elles n'aient pas peur, qu'elles osent complètement bousculer ce qu'on fait normalement avec tel type de matériaux. J'avais changé parce que ça n'allait pas. Du coup, j'ai mis 2 sortes de graphisme, tu vois. On a vraiment une matière plus riche. Plus volumineux et tout ça. Quant à l'avenir, les projets sont déjà prêts. Par exemple, en ce moment, on est en train de mettre en place quelque chose qui n'a rien à voir au niveau des savoir-faire. On fait une pièce complètement électronique qui aura exactement le même esprit de design. Et on veut quelque chose, ça sera hyper qualitatif et très bien fait, mais bon, pas fait main. Et ça nous gêne pas de faire en parallèle des choses comme ça. Donc là, c'est des ingénieurs en fait qui sont en train de travailler sur nos dessins en ce moment, au lieu que ce soit nos ébénistes. Et c'est des choses, on aime bien nous pousser à l'extrême, des choses comme ça. C'est cet esprit d'irrévérence et de respect tout à la fois pour l'artisanat traditionnel qui fait que les pots choisis du côté de la porte Saint-Martin se retrouvent dans l'un des plus beaux hôtels particuliers de Neuilly. Il n'y a pas un petit pincement au cœur ? Si, c'est vrai, on a un petit pincement au cœur. C'est pas toujours pour les mêmes raisons. Pour ce qui est de cette pièce-là, le pincement il venait surtout du fait que c'était la première pièce de mobilier qu'on ait faite. Et donc voilà, on voulait vraiment que les gens soient contents. Voilà, on avait ce petit pincement-là. Il y a des gens à qui on n'a pas envie de vendre? Ouais. Je vous dirai pas qui, mais il y en a. Et vous refusez? Oui, mais je refuse a priori quand même. Je refuse pas a posteriori. Je fabrique pas la pièce et après je lui dis non, finalement je vous la vends pas, je la garde. Vous la fabriquez pas? Non, mais je leur fais comprendre d'une manière un peu détournée ou voire hypocrite, ça peut arriver aussi. Le choix des clients, c'est déjà un luxe inouï, mais il y a mieux encore. Mais avant tout, ce que je ressens, moi, c'est une grande liberté. Une liberté dans le rythme. Travailler avec ses mains, c'est un rythme assez lent. La lenteur, c'est pas quelque chose qui est tellement à la mode aujourd'hui, alors que je trouve que moi, c'est un vrai luxe. Donc je pense qu'avant tout, c'est une passion, c'est quelque chose qu'on aime faire, mais c'est aussi un choix de vie réel qui n'est pas basé forcément sur l'économie, sur des choses, gagner beaucoup d'argent ou je ne sais quoi. Je pense qu'au contraire, en étant dans quelque chose de très ancien, dans un vrai artisanat, c'est une conception hyper moderne de la vie. Faire de sa vie un jeu sur mesure et suivre sa route à son rythme, les jeunes bottiers d'aujourd'hui ne sont pas vraiment mal chaussés.